Dans cette deuxième partie des séries d'exercices consacrés à l'examen normalisé, on va passer à la partie raisonnement scientifique, notée sur 12 points, à ne pas rater bien sûr, et c'est pas évident. La courbe représentée par le document ci-contre montre la variation de la quantité des nutriments tout au long du tube digestif. Donc voilà la courbe. La courbe représente la quantité des nutriments présents dans le tube digestif tout au long du tube digestif. D'accord? Voilà la valeur en centimètres. Là, il y a la légende, l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle en bleu. Les questions indiquent à partir de la courbe la valeur de la quantité des nutriments, A à l'entrée de l'estomac, B vers 500 cm du tube digestif. Et à noter, il faut lire toutes les questions, bien sûr. 2. Décrire l'évolution de la quantité des nutriments dans l'intestin grêle. 3. Expliquer l'évolution de la quantité de ces nutriments dans l'intestin grêle. Nos cellules utilisent ces nutriments pour assurer leur fonction. La question 4. Expliquer comment ces nutriments puissent subvenir aux besoins de nos cellules en justifiant votre réponse par une réaction chimique. Et dernière question, déterminer par la suite le devenir des produits de cette réaction. Donc, on va commencer directement à répondre question par question. Et toujours, il faut commencer par le brouillon. Première question. Indiquer à partir de la courbe la valeur de la quantité des nutriments A à l'entrée de l'estomac, B vers 500 cm du tube digestif. Donc, il faut faire attention là. Donc, il faut donner des valeurs à partir, bien sûr, de la courbe. Donc, il faut lire attentivement la courbe. Donc, à l'entrée de l'estomac, voilà. Donc là, on est dans l'estomac, au niveau de l'estomac. On voit une valeur maximale, c'est à peu près 53 unités. Il faut écrire juste 53 unités parce que là, on ne nous a pas donné l'unité. Et vers 500 cm du tube digestif, on est là au niveau de l'intestin grêle. Voilà l'intestin grêle en bleu. Donc, à peu près 2 unités. Donc là, la quantité, il diminue. On va voir la réponse. La valeur de la quantité des nutriments à l'entrée de l'estomac, c'est 53 unités. Vers 500 cm du tube digestif, c'est 2 unités seulement. Donc, il faut juste indiquer les valeurs à partir du document, c'est-à-dire à partir de la courbe. Il ne faut pas interpréter, bien sûr. La question 2. Décrire l'évolution de la quantité des nutriments dans l'intestin grêle. On va revenir vers la courbe. On doit ici décrire cette évolution. Donc, on voit une augmentation progressive. Une fois arrivé au niveau de l'estomac, la quantité du nutriment atteint sa valeur maximale. Puis, on voit une diminution progressive jusqu'à une disparition. À peu près là, les nutriments, ils vont disparaître par la suite. On a juste 2 unités. Donc, voilà la réponse. On voit que la quantité des nutriments augmente progressivement au début du tube digestif pour atteindre une valeur maximale au niveau de l'estomac et à la sortie de l'estomac, c'est-à-dire lorsqu'on va passer vers le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. En passant par l'intestin grêle, la quantité des nutriments diminue progressivement pour atteindre des valeurs minimales. On est arrivé à une valeur de 2 unités seulement. La question 3, on doit expliquer cette évolution. Donc, expliquer l'évolution de la quantité de ces nutriments dans l'intestin grêle. Donc là, il faut donner des connaissances, vos connaissances à partir de ce que vous avez étudié pendant le cours. On sait que tous les aliments terminent leur simplification moléculaire au niveau du duodénum. Bien sûr, et le duodénum, c'est là où tous les liquides physiologiques se rencontrent.
On parle ici du suc pancréatique, du suc intestinal, et ces deux sucs, ils renferment des enzymes spécifiques pour les aliments complexes qui vont subir leur simplification moléculaire pour se transformer en nutriments. Il ne faut pas oublier, bien sûr, l'action de la bile qui va transformer les lipides en émulsifiants lipidiques pour faciliter l'action des lipases pancréatiques et intestinales. Donc, les produits de la digestion vont subir le phénomène de l'absorption intestinale par la suite au sein de microstructures fines et poreuses. Là, on parle des villosités intestinales. Et ils vont passer par la suite vers le sang et la lymphe. Et c'est le phénomène, bien sûr, de l'absorption intestinale. Donc là, on a expliqué cette évolution. Pourquoi les nutriments, ils vont disparaître vers 500 cm du tube digestif, c'est-à-dire de l'intestin grêle, et c'est là où s'effectue le phénomène de l'absorption intestinale. La quatrième question, nos cellules utilisent ces nutriments pour assurer leur fonction. Expliquez comment ces nutriments puissent subvenir aux besoins de nos cellules en justifiant votre réponse par une réaction chimique. Donc voilà, on sait que le sang et la lymphe, c'est le milieu intérieur. Ils représentent des liquides qui vont assurer le transport des nutriments, des déchets de l'activité cellulaire, le dioxygène. Donc, les nutriments et le dioxygène, ils vont passer vers les cellules. Et la lymphe interstitielle, bien sûr, elle facilite cet échange avec les cellules. Et ces derniers, c'est-à-dire les cellules, vont s'approvisionner en nutriments et d'oxygène dans le but de réaliser une réaction chimique. Là, on va parler de l'oxydation des nutriments ou bien de la respiration cellulaire dans le but de fabriquer de l'énergie et de produire l'énergie indispensable aux différentes activités cellulaires. Et la réaction chimique qui se déroule au niveau de la cellule, c'est cette réaction-là, le C6H12O6, c'est-à-dire la molécule de glucose, car la cellule va utiliser comme première source d'énergie le glucose, en présence bien sûr du dioxygène, 6 molécules de dioxygène, il va produire de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie, plus il va rejeter des déchets respiratoires. Et là, on va parler de 6 molécules du CO2 plus 6 molécules de H2O. Donc voilà la réaction chimique complète. Cinquième question, déterminer par la suite le devenir des produits de cette réaction, c'est-à-dire de l'oxydation du glucose. Bien sûr, les produits de l'oxydation des nutriments, on a parlé de l'énergie, de l'ATP, qui sera utilisée dans les différentes activités cellulaires. On parle de l'activité musculaire, de l'assimilation chimique, c'est-à-dire la production de nouvelles molécules, le renouvellement cellulaire et bien sûr, sans oublier la chaleur corporelle. Les déchets issus de cette dégradation du glucose, on va parler du dioxyde de carbone qui va être ramené par le sang vers les alvéoles pulmonaires et expiré par les voies respiratoires, et bien sûr les molécules d'H2O, c'est-à-dire les molécules de l'eau qui vont être éliminées par la transpiration ou bien vapeur d'eau, ou bien ils vont être rejetés dans l'urine. Là, on a parlé du glucose comme source d'énergie. Mais si la cellule va utiliser comme source d'énergie les protéines, là, il va y avoir d'autres déchets. On va parler ici de l'urée. Et l'urée va être rejetée, bien sûr. C'est une substance toxique qui va être rejetée dans l'urine. Donc, voilà pour l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2. Le tableau suivant représente la pression des gaz respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires et du sang. Donc, voilà le tableau qui représente la pression partielle en kilopascal, la pression du O2 dans l'air alvéolaire, le sang entrant dans les poumons, qui va passer à travers du ventricule droit vers les poumons à travers l'artère pulmonaire. Le sang sortant des poumons, il va passer à travers les veines pulmonaires, puis vers, bien sûr, l'oreillette gauche. Et voilà la pression du CO2. Dans l'air alvéolaire, le sang entrant dans les poumons et le sang quittant les poumons. La question 1, analysez le tableau. Question 2, en se référant des valeurs de pression des gaz respiratoires, complétez le schéma ci-dessous qui représente les échanges de gaz respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins.
Voilà le schéma à compléter, bien sûr à partir des données du tableau. Et pour la troisième question, expliquer le processus du passage des gaz respiratoires à ce niveau. Et quatrième question, déduire le rôle du maintien de la différence de pression des gaz respiratoires de part et d'autre des parois de l'alvéole pulmonaire et des capillaires pulmonaires. On va commencer par la première question. Analyser le tableau, c'est-à-dire on va faire une interprétation du tableau et on va utiliser bien sûr des valeurs à partir de ce tableau. Donc là, on voit que la pression partielle du dioxygène dans le sang entrant dans l'air alvéolaire est faible. Voilà, le sang entrant dans l'air alvéolaire, la quantité ou bien la pression partielle du O2, elle est faible, c'est juste 5,3. Il faut écrire des valeurs, 5,3 kilopascal, par rapport à celle qu'on trouve dans le sang qui va quitter les alvéoles, c'est-à-dire le sang sortant des poumons, sortant des alvéoles pulmonaires à travers les veines pulmonaires. C'est 14 kilopascal. Toujours, il faut écrire, il faut utiliser des valeurs à partir du tableau. Pour la pression du CO2, et là, je n'ai pas comparé en même temps O2 avec le CO2. Non, on doit commencer par chaque gaz à côté. Donc, la pression du O2, en premier lieu, par exemple, dans le sang entrant dans les poumons et le sang qui va quitter les poumons. Après, on va passer vers le deuxième gaz, c'est-à-dire le CO2. Donc, la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire, elle est 6,1, elle est élevée. Il faut écrire élevé, 6,1 kilopascal. On a utilisé une valeur à partir du tableau par rapport à celle qu'on trouve dans le sang sortant des alvéoles pulmonaires. C'est juste 5,3 kilopascal. Donc, on va expliquer. Le dioxygène qui provient de l'air alvéolaire, il provient bien sûr de l'air inspiré. Il passe dans le sang pour enrichir les cellules, alors que le dioxyde de carbone provenant de l'activité cellulaire, comme déchet respiratoire, passe du sang vers l'air alvéolaire, afin d'être expiré, bien sûr, lors de l'expiration par les voies respiratoires. La question 2, en se référant des valeurs de pression des gaz respiratoires, bien sûr des valeurs du tableau. Complétez le schéma ci-dessous qui représente les échanges de gaz respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins. Donc, on va utiliser juste des valeurs représentées par le tableau. Voilà la réponse. Donc, la pression du dioxygène dans l'air alvéolaire, il provient bien sûr de l'air inspiré, elle est élevée, 14 kilopascal, alors que la pression du CO2 qui va entrer à travers les voies respiratoires, c'est 5,3 kilopascal. Elle est faible. Donc, ce dioxygène va passer bien sûr vers le sang, puis vers les cellules, 14 kilopascal, et 5,3 kilopascal pour le dioxyde de carbone. Alors que pour le sang qui va entrer dans l'alvéole pulmonaire, qui provient des cellules, elle est faible, la quantité est faible en dioxygène, c'est juste 5,3 kilopascal. Alors pour la quantité du CO2, au contraire, elle est élevée, c'est 6,1 kilopascal, parce que le dioxyde de carbone, il est rejeté par les cellules lors de la respiration cellulaire. C'est un déchet respiratoire. Donc, la question 3, expliquer le processus du passage des gaz respiratoires à ce niveau-là. C'est-à-dire, la question nous demande comment ces gaz respiratoires se propagent, comment se diffusent. Et bien sûr, là, on va parler de la loi de la diffusion des gaz. C'est-à-dire, les gaz respiratoires se propagent d'une zone où leur pression elle est élevée vers une zone où leur pression elle est basse. C'est-à-dire d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Et là, on parle bien sûr du principe de diffusion des gaz ou bien la loi de la diffusion ou bien le principe de Fick. La quatrième question, déduire le rôle du maintien de la différence de pression des gaz respiratoires de part et d'autre des parois de l'alvéole pulmonaire et des capillaires pulmonaires. Bien sûr, grâce à la ventilation pulmonaire et bien sûr grâce aux muscles respiratoires, le diaphragme et les muscles intercostaux. Ces muscles-là, ils vont nous permettre l'inspiration et l'expiration. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que
la loi de la diffusion des gaz, c'est-à-dire les gaz, ils vont se propager d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Tout ça va nous maintenir une différence de pression de gaz de part et d'autre de l'alvéole pulmonaire. Et pour but, bien sûr, d'approvisionner nos cellules en dioxygène et les débarrasser du dioxyde de carbone. Donc voilà comme exemple de réponse. Le maintien de la différence de pression des gaz respiratoires de part et d'autre des parois de l'alvéole est indispensable afin d'approvisionner le sang en dioxygène et enrichir les cellules. Par la suite, pour produire de l'énergie, bien sûr, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et les débarrasser du dioxyde de carbone. Et on passe à la dernière question. La dernière question, bien sûr, c'est au revoir, à très bientôt dans une prochaine diffusion. Merci.